Bonjour, bonjour à tous, formateurs, conseillers pédagogiques en circonscription, référents départementaux du plan français et référents académiques. Merci d'être avec nous pour cette 11e session de formation nationale du plan français consacrée aux questions de l'oral au cycle 2 et au cycle 3, donc deuxième session que nous consacrons à la thématique de l'oral. Cette session verra les prises de parole, tout d'abord de Claudine Garcia-Deban, qui va nous faire un état de l'art de ce que l'on sait et des questions de l'oral, notamment à l'école élémentaire. Son intervention sera suivie d'un atelier qu'elle a préparé avec Anne Vibert et pour lesquels vous avez eu de nombreux documents supports et nous espérons que vous y trouverez matière à réflexion utile dans l'animation de vos constellations. Puis Anne Vibert interviendra sur la question de la langue dans la pratique de l'oral. Voilà, nous conclurons cette session en vous souhaitant évidemment de bons vœux, de bonnes vacances et une bonne année 2022. Mais nous y reviendrons tout à l'heure. Je laisse la parole à Claudine Garcia-Deban. Merci d'avoir fait ce long déplacement jusqu'à nous et bonne intervention. Merci beaucoup. Alors, comme vous le voyez, j'ai intitulé mon intervention « Enseigner l'oral au cycle 2 et 3, compétences, dispositifs, évaluation ». Et je n'arrive pas à défiler. On a essayé tout à l'heure. Donc, c'est bon. Merci. Alors, quelques mots sur d'où je parle. Donc, comme vous l'entendez à mon accent, je viens de Toulouse, où je suis formatrice à l'INSPE Toulouse Occitanie-Pyrénées et engagée dans le plan français de l'Académie de Toulouse, et j'en profite pour saluer mes collègues. J'ai travaillé sur l'oral dans une thèse assez ancienne où j'ai travaillé sur les connecteurs dans les attaques de prise de parole dans des dialogues oraux d'élèves de début de collège. Et j'ai aussi coordonné avec Sylvie Plane dans les années 2000 un travail qui a donné lieu, une recherche collective à l'INRP qui a donné lieu à un ouvrage publié chez Hatier, Comment enseigner l'oral à l'école primaire. Alors, je voudrais d'abord rappeler que l'enseignement de l'oral est, comme le dit Elisabeth Nonon, une histoire à éclipse. Et j'ai noté ici quelques-uns des moments où l'institution scolaire met l'accent sur l'importance de la construction des compétences orales. Le premier moment, c'est autour de la rénovation de l'enseignement du français dans les années 70. L'un des ouvrages qui accompagne le plan de rénovation s'intitule « Et l'oral alors ». L'oral devient à nouveau important autour des années 2000, ce qui se traduit notamment dans les programmes 2002 par le triptyque « Parler, lire, écrire » dans les différentes disciplines. Et bien évidemment, dans les programmes de 2015 et leurs ajustements successifs, l'oral est aussi posé comme un élément important de l'enseignement du français. Mais aussi dans son lien avec les diverses disciplines. Et bien évidemment aussi, socialement, la première session du grand oral du baccalauréat en 2021 a amené un certain nombre de réflexions dans la société autour de la maîtrise de l'oral. Alors, je voudrais en préambule poser un certain nombre de définitions et interroger le terme oral par rapport à un certain nombre de mots proches. Alors d'abord pour dire que, alors que pour l'écrit, on dispose d'un couple de termes, lecture versus production écrite, le mot oral va renvoyer aussi bien à des activités de production orale qu'à des activités de réception. Il est à noter que souvent on pense davantage à la production qu'à la réception, mais que par exemple dans les fiches EduScol, il y a une fiche qui s'appelle « Apprendre à écouter ». Le second point important, me semble-t-il, à poser est le fait que oral et écrit sont souvent coprésents dans toutes les situations de travail, notamment à l'école. Vous l'avez vu aussi, puisque dans le dossier que j'ai communiqué pour les ateliers, j'ai fait aussi figurer certains des écrits de travail d'élèves de cycle 3. Le mot oral peut être aussi défini en lien avec un certain nombre d'autres mots. Je vais regarder successivement les mots de oralité, de langue parlée, la notion d'éloquence,
parler un peu des genres de l'oral et terminer ce préambule par une interrogation sur a-t-on affaire à un oral ou à des oraux? Alors, le terme d'oralité renvoie au travail des anthropologues autour du statut de l'écrit dans les cultures et de la différence entre culture écrite et culture orale. Dans les cultures orales, le savoir est incorporé, il va donc être transmis de personne à personne, le conteur va apprendre à un autre conteur à compter, là où les sociétés écrites procèdent par décontextualisation du savoir qui est positionné dans des ouvrages, dans des livres, la bibliothèque, et recontextualisation par rapport au lecteur. On a pu aussi remarquer que l'oral est linéaire et successif. Chaque fois que je veux corriger à l'oral, je vais ajouter quelque chose, alors que l'écrit est bidimensionnel et permet donc une organisation sur l'espace de la page. Un certain nombre d'historiens des sciences ont montré que les grandes évolutions de la géométrie ou de mathématiques étaient bien liées à l'utilisation de l'écriture. Je voudrais seulement souligner ici que chaque révolution technologique relative au support, au médium, repositionne l'oral par rapport à l'écrit. Les SMS ou les clavardages électroniques ont redonné un poids important à l'écriture, là où précédemment elle était en train de disparaître. Et toutes ces formes de communication permettent de repositionner différemment oral et écrit. On verra aussi tout à l'heure qu'il y a des différences entre un oral préparé et en multimodalité, comme l'exposé que je suis en train de faire, et un écrit oralisé qui serait de lire un texte déjà écrit, par exemple, comme le fait un journaliste avec un prompteur à la télévision. Alors, le deuxième terme par rapport auquel je voudrais positionner le mot oral est celui de langue parlée. Cette appellation est utilisée en particulier par les linguistes. Je pense notamment à Claire Blanche-Benveniste, mais aussi à Paul Capot ou aux auteurs d'un ouvrage collectif chez Offris sur les variétés du français parlé dans l'espace francophone, pour mettre en avant un certain nombre de caractéristiques de l'oral par rapport à la langue écrite. Mais je ne vais pas développer ce point qui sera au centre de l'intervention d'Anne Vibert tout à l'heure. Le mot d'oral doit être aussi mis en relation avec le terme d'éloquence, qui est le terme que l'institution scolaire a choisi pour mettre en avant un travail innovant sur les classes de 3e, par exemple. Je voudrais simplement rappeler que l'éloquence est dans une tradition qui vient de l'Antiquité et que dans l'Antiquité, il y avait 3 lieux de l'art oratoire et de l'exercice de l'éloquence qui étaient respectivement le tribunal pour établir le vrai et le juste, qui était d'autre part la cité et donc l'éloquence politique pour établir ce qui était bon pour le collectif, et puis également le genre dit épidictique qui correspondait aux éloges funèbres pour renforcer les valeurs d'une société. Lorsqu'on regarde les émissions télévisées, celle qui s'est appelée le Grand Oral, ou bien lorsqu'on regarde le rapport Delay remis au ministre pour préparer la réforme du baccalauréat, ou le modèle Sciences Po, on remarque un certain nombre de caractéristiques relevant de cette éloquence, c'est-à-dire un art de parler en public sur un discours très préparé, avec un certain nombre de ce que les anciens appelaient les topoi, de lieux communs qui permettent d'émouvoir l'auditoire ou de capter son attention. Alors, l'oral doit être aussi pensé par rapport à la notion de genre. Je reprends ici les 4 grands genres que Dolz et Schnevely, dans leur ouvrage fondateur de 1998, avaient travaillé et présenté, qui correspondent aussi à des genres souvent pratiqués en milieu scolaire, que sont l'exposé, l'interview, la mise en voix, notamment la mise en voix de textes littéraires, et puis les différentes formes de débat, débat interprétatif en littérature, débat philosophique,
controverses scientifiques pour la problématisation dans la démarche scientifique ou débats citoyens en EMEC. Et on voit bien ici la diversité des genres de l'oral qui nous amène à interroger ce singulier de oral pour nous demander s'il s'agit d'un oral ou plutôt d'oraux au pluriel, mais vous voyez que ce n'est pas très euphonique. Et je voudrais donc indiquer que toutes les variations qu'il peut y avoir entre une conversation informelle et un exposé, entre un débat télévisé et une conversation entre amis, et donc montrer qu'effectivement l'oral prend des formes diverses. Alors, le plan de mon intervention va être le suivant. Je vais, dans un premier temps, essayer d'inventorier les différentes dimensions à prendre en compte pour un enseignement continué de l'oral, de façon à avoir une cartographie. Vous accompagnez sans doute des constellations sur l'oral. Il me semble important d'avoir une cartographie complète pour repérer les dimensions qui sont travaillées et celles qui ne le sont pas, et pouvoir situer le travail fait par rapport à d'autres possibles. Dans un second temps, j'essaierai de définir quelques éléments d'une expertise enseignante pour mettre en place un enseignement de l'oral, et je le ferai à travers deux exemples d'activités au cycle 2 et 3. D'une part, un travail sur la reformulation, la restitution de récits en lien avec la compréhension de textes, et d'autre part, le travail sur conseillers et déconseillers qui alimente le travail d'atelier qui va suivre. Enfin, je poserai quelques éléments de réflexion sur l'accompagnement de constellations. Alors donc, essayons de voir ensemble quelles sont les différentes dimensions à prendre en compte pour un enseignement continué de l'oral tout au long du cursus. Je rappelle d'abord très rapidement les trois volets du travail sur l'oral tels que les fichiers du SCOL les indiquent, à savoir que l'oral peut être un moyen de communication à tout moment, à l'école, en situation formelle ou informelle. Les élèves, l'enseignant communiquent et utilisent l'oral. Cet fonctionnement de l'oral diffère de celui de l'oral comme moyen d'enseignement et d'apprentissage, que ce soit dans le cours dialogué ou dans les moments d'analyse réflexive où on demande aux élèves d'expliciter un raisonnement, en orthographe par exemple, ou d'expliciter la procédure qu'ils ont utilisée en mathématiques. Et enfin, l'oral peut être un objet d'enseignement. Mon intervention d'aujourd'hui, comme l'indique bien son titre, va porter sur l'oral comme objet d'enseignement. Lorsqu'on veut travailler sur l'oral comme objet d'enseignement, on a intérêt à recenser les différents niveaux d'analyse et d'intervention possibles que j'ai rappelés ici et que je vais développer successivement. Alors, l'oral est d'abord un phénomène situationnel, avec une dimension sociale, de qui parle à qui, des dimensions les plus symboliques aux dimensions les plus matérielles, la distance sociale, la position spatiale, mais aussi la représentation que chacun des interlocuteurs se fait de l'autre. La notion d'auditoire est très importante et puisqu'on parlait d'éloquence tout à l'heure, les théoriciens de l'éloquence, que ce soit dans l'Antiquité grecque ou romaine, se sont beaucoup interrogés sur cette notion d'auditoire. Parce que bien évidemment, dans un débat contradictoire politique, par exemple, ce n'est pas l'interlocuteur qu'on cherche à convaincre, mais bien l'auditoire, et donc le locuteur va faire des calculs sur l'auditoire. Le nombre de participants va aussi beaucoup jouer sur la nature de la communication, et je voudrais tout particulièrement insister sur le rôle du jeu de rôle pour le développement langagier. C'est Claire Blanche-Benveniste, donc grande spécialiste de l'oral, qui dans un article assez ancien de la revue Repères en 1998 indique que combien
les situations de parodie, de jeu, amènent les élèves à copier des traits caractéristiques de certains genres de discours et à utiliser du lexique ou des tournures syntaxiques qu'ils n'utilisent pas eux-mêmes. Hein, par exemple, combien vous dois-je dans un jeu de simulation. Là aussi, tout à l'heure, Anne Vibert reviendra sur ces éléments-là. L'oral est aussi un phénomène interactionnel et il importe de bien distinguer deux types d'oraux très différents. L'oral polygéré, celui qui se fait à plusieurs voix, hein, par exemple dans une conversation, mais aussi dans un cours dialogué en classe, qui est très différent de l'oral monogéré, qui est généralement un oral préparé par une prise de parole continue. L'oral permet de jouer sur un certain nombre de paramètres non verbaux, précisément ceux dont je ne dispose pas ici en vous parlant, qui permettent aussi d'ajuster, de reformuler, de reprendre une formulation qu'on sent mal comprise par l'auditoire. Et l'oral est aussi caractérisé par les traces de la recherche du mot ou de la formulation, voire par des chevauchements, hein, lorsque on est plusieurs à parler, et aussi par des reprises et des reformulations. Beaucoup de travaux en linguistique ont analysé ces dimensions interactionnelles dans des conversations ordinaires, mais aussi dans des espaces d'échange comme la séance en classe. Hein, par exemple, j'ai encadré un certain nombre de travaux de recherche autour de la reformulation qui est au cœur de l'activité d'enseignement dans le cours dialogué. L'oral comme l'écrit implique aussi une dimension discursive autour des grandes conduites narratives, descriptives, explicatives, argumentatives, production d'injonctions ou dimensions poétiques. On peut dire aussi qu'il y a une articulation dynamique permanente entre oral et écrit, parce qu'en reformulant, en apprenant à reformuler à l'oral des récits, on apprend aussi à raconter des récits et bien évidemment, les progrès vont également se marquer dans l'écriture de récits. J'irai très vite sur les deux volets suivants, puisque ce sont eux qui sont au centre de l'intervention d'Anne Vibert. La dimension lexicale, avec cette caractéristique de l'oral qu'on est en temps direct et que donc la recherche du mot va se marquer par des bribes ou des hésitations. Et la dimension syntaxique, la syntaxe de l'oral différent assez nettement de celle de l'écrit, mais avec aussi la question des variations et du fait qu'il y a effectivement diverses sortes d'aura. Les deux dernières dimensions sont très spécifiques, me semble-t-il, de l'oral cette fois. C'est la dimension locutoire, donc la manifestation matérielle et la production de formes sonores, avec le rôle important du corps, du souffle, mais aussi du débit, de l'intensité. Alors, vous l'avez vu dans les transcriptions que j'ai proposées pour l'atelier, dans le souci de simplifier les transcriptions, ces éléments relatifs au débit ou à l'intensité ne sont pas matérialisés dans la transcription, mais l'écoute des enregistrements permet de voir le rôle très structurant qu'ils peuvent avoir dans la production et dans la compréhension du discours. Il y a également les dimensions phonologiques et intonatoires et sans doute aussi la question de l'accent comme marqueur géographique ou identitaire. Enfin, lorsqu'on a affaire à de l'oral enregistré sous forme de vidéo, ce qui est souvent le cas, interviennent aussi toute une série de paramètres non verbaux, plus ou moins contrôlés, hein, le geste, la gestuelle, le regard et aussi tous les autres messages qui sont donnés indirectement à l'auditeur. Alors, cette cartographie, me semble-t-il, permet de situer dans un travail sur l'oral le type de dimension qui va être privilégié à l'un ou l'autre des moments du travail. Et je voudrais terminer ce premier point par une longue citation d'Elisabeth Nonon, qui est une des chercheuses en didactique
du français qui a le plus travaillé sur l'oral, qui nous indique des axes de travail qui sont importants, à savoir que l'enjeu de l'enseignement scolaire de l'oral, c'est une entrée progressive dans un oral public, différent de la conversation, qui permet de structurer l'expérience, d'élaborer des connaissances, des jugements, d'ouvrir la communication à d'autres enjeux que la connivence. Et je rejoins là la session précédente avec l'exposé d'Elisabeth Bauthier, qui a bien montré comment cet oral d'élaboration se distingue très nettement d'un oral communicationnel, de communication informelle ordinaire. Ce développement va s'effectuer à travers des activités langagières portant sur des unités assez grandes, donc des genres discursifs ou des conduites langagières. Alors, je reprends la distinction. Les conduites langagières sont en nombre très limité. Je les ai énoncées tout à l'heure: raconter, décrire, argumenter, expliquer, jouer avec les mots et faire quelque chose aux autres. Alors que les genres discursifs sont très variés, sont les formes sociales de réalisation de l'oral et peuvent être en nombre infini et se créer et disparaître. Donc, les deux axes de travail vont être importants dans un travail sur la programmation. Elisabeth Nonon ajoute que le travail oral suppose des dispositifs qui supposent des situations contrôlées mais ouvertes pour susciter ces conduites et des éléments de progression. Et on trouve ici un certain nombre des mots-clés que vous avez vus dans le titre de ma présentation, à savoir la notion de dispositif, je vais y revenir, et la notion de progressivité, ainsi que la notion d'entraînement, de répétition. Je vais parler aussi de ritualisation. Alors, ce premier temps était là pour nous montrer la complexité du paysage de l'oral, les diverses dimensions qui sont coprésentes. Bien évidemment, lorsqu'on va engager un travail d'enseignement de l'oral, on va faire des choix. Et il me paraît important d'être au clair sur les choix qui sont faits parmi toutes ces dimensions. Je vais donc m'attacher maintenant à deux exemples d'activités. L'une s'appuie sur un certain nombre de publications de collègues et porte donc sur la reformulation de récits entendus. Un des points importants que je défends est l'idée de ne pas faire un enseignement de l'oral hors sol, mais de le mettre bien en articulation avec les enseignements et les travaux faits dans d'autres domaines. Et nous allons retrouver ici toutes les articulations avec la compréhension et notamment la compréhension de récits entendus. Les trois publications sur lesquelles je m'appuie sont respectivement un chapitre d'un ouvrage collectif coordonné par l'AIRDF de 2013, donc rédigé par Marie-Noëlle Roubaud et Marie-Josée Moussu, qui porte sur la reformulation de récits au cycle 1 et qui montre comment l'utilisation d'accessoires, il s'agit d'un album qui s'appelle Le voyage de l'escargot, permet aux élèves de structurer leur production orale et de mémoriser le récit. Cette procédure est comparée à un travail en motricité qui produit d'autres effets. Les deux autres travaux sont des publications toutes les deux dans Repères qui montrent comment un travail sur l'oral et la restitution de récits va convoquer aussi un certain nombre d'écrits de travail. La deuxième activité que je présenterai est celle de conseiller, déconseiller un livre, donc travail engagé pour répondre au plan français avec un certain nombre de collègues de la région toulousaine et donc sur une recherche collaborative en cours qui vient à peine de commencer. Alors, les traits communs à ces deux démarches sont les suivants. Pas d'enseignement hors sol de l'oral. L'articulation doit se faire avec des contenus respectivement compréhension en lecture et construction du sujet lecteur en littérature. Importance de la ritualisation, rôle et place des écrits de travail avec ce questionnement sur quel écrit pour quel oral,
Nous verrons aussi rapidement le rôle et la place de l'enseignement du lexique et de la syntaxe dans ces activités. Je voudrais souligner aussi l'importance du numérique dans ce travail et évoquer quelques éléments relatifs à l'évaluation. Alors, dans le travail sur la restitution du récit, je vais passer directement à cette diapositive, Micheline Cellier et Martine Dreyfus montrent comment la ritualisation d'activités de restitution de récits portant sur des récits en randonnée, avec donc des structures répétitives et des animaux qui arrivent dans un ordre souvent arbitraire, conduit les élèves à repérer la nécessité d'une prise de notes pour se souvenir de l'ordre dans lequel les différents épisodes s'enchaînent. Ces prises de notes, je les ai reprises dans l'article de repère, peuvent être au début extrêmement linéaires, comme ici. Il s'agit d'élèves de cycle 2, fin CP, CE1. Puis, chez d'autres élèves, peut être beaucoup plus structuré. Vous voyez ici presque avec une organisation en colonne, avec le nom de l'animal à gauche et le cadeau à droite, mais pas forcément systématiquement. Voire s'accompagner d'un certain nombre d'indices qui sont donnés pour faciliter le repérage, avec ici 1, 2, 3 ou des dessins successifs. Ce travail montre bien qu'un oral préparé, comme peut l'être une restitution de récit, peut être facilité par un écrit et que bien évidemment un écrit organisé avec peu d'éléments et qui permet simplement d'avoir une structuration qui permet de ne pas oublier les points essentiels est sans doute plus efficace que le premier que nous avons vu qui était extrêmement linéaire. Josiane Guittard-Morel, dans un travail récent publié dans le numéro 61 de Repère, fait état aussi d'un travail du même type, mais cette fois au cycle 3, dans le cadre d'émissions radio permettant la correspondance entre plusieurs classes rurales. Et elle montre comment la ritualisation d'activités de restitution de récits permet à la fois de travailler sur la compréhension de récits patrimoniaux, et notamment ici sur les inférences à réaliser, et de favoriser aussi un réemploi lexical qu'elle appelle réplique lexicale. Elle montre aussi comment dans ce travail sont construits progressivement des critères d'évaluation qui portent à la fois sur le contenu en termes de compréhension des récits restitués et sur des éléments locutoires, puisqu'il s'agit d'une émission radiophonique. Alors, ces deux dispositifs, me semble-t-il, qui tous les deux jouent sur la ritualisation et la répétition d'un certain nombre de situations, ont des spécificités, notamment par rapport au texte support qui est utilisé pour la restitution, mais aussi bien sûr en termes de critères d'exigence par rapport aux productions des élèves. Plus on est au cycle 1 et 2, plus on va être, me semble-t-il, dans une restitution littérale et une répétition avec un réemploi lexical immédiat. Pour le travail au cycle 3, on va plutôt vers la production d'inférences et un travail aussi sur des reformulations résumantes pour hiérarchiser les éléments importants pour le récit. Ces deux activités, elles ont un certain nombre de traits communs. Elles permettent de travailler sur les compétences narratives. Elles ont un objectif important de réemploi lexical. Également travaillé dans un article de Christine Vennerengenez sur la restitution de récits entendus, cette fois restitution écrite de récits entendus. Il faut aussi travailler sur la dimension proprement d'écoute. Ce travail amène une mémorisation de structures syntaxiques, ici caractéristiques de l'écrit, et elle se réalise grâce à la ritualisation et à la répétition, sachant que la réitération de ces situations permet aux élèves d'eux-mêmes de sentir la nécessité d'écrits de travail qui vont leur permettre de baliser la construction de leur restitution, et ce que, au cycle 1,
ce que fait au cycle 1 le recours à un certain nombre d'objets ou de sacs à histoire. On repère dans ce travail quand même la nécessité aussi d'un autocontrôle de la parole enseignante pour induire notamment le mode de restitution de ces histoires et l'importance de l'étayage. Ici, si on veut essayer d'expliciter les caractéristiques de l'expertise enseignante qui va être en jeu pour conduire de façon efficace ce travail d'entraînement à la restitution de récits, voici un certain nombre de points qui me paraissent nodaux. D'une part, il va falloir choisir des albums ou des textes qui se prêtent à ce travail, choisir des structures syntaxiques ou du lexique à travailler, voir, éprouver avec les élèves les modalités de l'émergence de l'écrit de travail et comparer les effets des divers types d'écrits de travail que les élèves peuvent avoir produits, et bien sûr définir des indicateurs pour observer et analyser les productions orales des élèves. Je voudrais souligner aussi que le numérique présente un certain nombre d'avantages pour ce travail-là. D'abord parce qu'il permet à l'enseignant de garder une trace des productions individuelles des élèves, mais aussi parce qu'il va permettre aux élèves de s'entraîner pour eux-mêmes choisir la restitution qui leur paraît la meilleure, voire faire un montage de restitutions différentes. Et vous voyez que dans ce cas-là, si on fait un montage, on se retrouve dans une situation où l'oral, du coup, partage un certain nombre de propriétés avec l'écriture, hein, puisque c'est un montage et une réécriture. Et on mesure bien ici tous les écarts entre cet oral préparé et en quelque sorte réécrit, tel qu'est l'oral radiophonique, par exemple, par rapport à un oral interactif, spontané, hein, même si c'est dans une situation scolaire. Je voudrais maintenant poser un certain nombre d'éléments autour de l'activité conseiller, déconseiller un livre dont vous allez avoir un certain nombre d'éléments en main tout à l'heure pour l'atelier. Alors ce travail, il se situe au croisement de la lecture littéraire et de l'argumentation orale, toujours selon le principe d'un enseignement de l'oral intégré qui permet de travailler des contenus de savoir. Apprendre l'oral, pour moi, ce n'est pas apprendre à parler de n'importe quoi avec aisance sans connaître le contenu, c'est mettre en jeu dans une communication orale un certain nombre de connaissances et ici d'appréciation, puisqu'il va s'agir de formuler aussi des jugements et des appréciations de goût. Le travail conseiller, déconseiller un livre mobilise une très grande diversité de compétences. Bien évidemment, c'est une cartographie qui fait le tour de tous les possibles et chacun des projets n'activera que certaines de ces dimensions. Il s'agit de faire un choix, mais on peut considérer aussi que conseiller, déconseiller un livre, parler des livres, ça peut être un projet sur un nombre important d'années et notamment dans l'articulation de l'école élémentaire et du collège. Alors, je vais essayer de dérouler un certain nombre de compétences possibles dans ce travail, en commençant bien sûr par les compétences d'argumentation orale. Pour conseiller ou déconseiller un livre, on peut être amené à prendre la parole de façon continue devant un auditoire. Je voudrais quand même insister sur l'importance du temps limité dans ce travail. Parler pendant 3 minutes, c'est déjà très long. Et la contrainte du temps va obliger à justement préparer cet oral. Il va falloir bien sûr argumenter et pour cela formuler des arguments pertinents pour défendre l'une des deux thèses, soit conseillée, soit déconseillée, sachant que, comme le disent les élèves, parfois ils ont aimé moyen. Or, l'activité les amène à prendre le rôle de conseiller ou de déconseiller. Lorsqu'on observe des élèves de cycle 3 dans cette activité, on constate que très souvent,
les élèves argumentent en racontant un épisode du récit qui les a particulièrement touchés, ou au contraire un épisode du récit qui les a au contraire affectés et qui fait qu'ils n'aiment pas le livre. Et donc, eux, ils n'argumentent sans doute pas comme ce qui est attendu, par exemple, en fin de collège ou au lycée, sous la forme d'arguments, mais plutôt en disant « j'aime quand ». Et je crois aussi que dans ce travail-là, prendre en compte cette manière d'argumenter est quelque chose d'important. Il va falloir donc justifier des prises de position et pour cela sélectionner dans l'album les pages. Vous verrez que dans les transcriptions, on voit, dans les films que j'ai confiés, on voit les élèves chercher la page, montrer les pages, effectivement. Et c'est aussi ce que font les experts quand ils ont à conseiller ou à déconseiller un livre. Si l'on se place dans une position de conseiller-déconseiller dynamique, il va falloir aussi écouter les arguments de l'interlocuteur, les prendre en compte et les réfuter. Et il est important aussi dans ce travail d'évaluer les effets de l'argumentation orale. Dans les classes dans lesquelles nous avons engagé ce travail, le travail se déroule en 3 temps. Un premier temps où les élèves conseillent ou déconseillent devant la classe, sachant que seuls ceux qui conseillent et déconseillent ont lu le roman ou l'album dont il est question. Le second temps est souvent encore plus intéressant. C'est un moment où les autres élèves interrogent les lecteurs sur ce qu'ils n'ont pas compris, demandent des précisions. Et souvent, ce moment-là est l'occasion de clarifier des significations, de compléter des interprétations. Et enfin, un troisième temps où l'enseignant aide à repérer qui a envie de lire ce livre ou qui n'a pas envie de le lire, ou encore plus intéressant, qui est encore indécis. Et ce travail-là va permettre de repérer quels sont les arguments qui ont été efficaces et quelles sont les précisions qu'il faudrait apporter. Ce travail implique aussi, bien évidemment, des compétences de lecture littéraire et s'inscrit dans un courant important autour des sociabilités de lecture. Que l'on soit un enfant ou un adulte, on lit souvent parce qu'on nous a parlé d'un livre. Et donc, je renvoie aux travaux de Martine Burgos, mais aussi de Jean-Marie Privat auprès des élèves des banlieues lyonnaises, travaux qui ont été publiés dans la revue Pratique. Les compétences de lecture littéraire qui vont être en jeu ici portent d'une part sur le récit, puisque, comme on l'a dit, les élèves sont souvent amenés à raconter, à reformuler un épisode. Ils vont être aussi amenés à commenter une image, et vous pourrez mesurer combien le vocabulaire d'analyse de l'image leur manque en début de travail. C'est un des axes possibles du travail pour améliorer l'argumentation dans ce domaine. Il est utile aussi qu'ils soient capables d'identifier un genre littéraire et d'en formuler quelques caractéristiques. Et lorsque, dans l'une des 2 classes dont j'ai donné des travaux, le travail porte sur des albums avec une dimension fantastique, du coup, il y a un certain nombre de propriétés communes qui peuvent être mises en évidence, et ce qui peut conduire à une analyse plus fine de la spécificité de chacun des albums. Et puis, les élèves, bien sûr, doivent formuler une interprétation et également formuler un jugement de goût. Et chacune de ces compétences appelle des activités, alors pas forcément dans le cadre strictement du projet oral, puisque ces éléments-là vont alimenter la production discursive à l'oral. On ne peut que rappeler les compétences en numérique qui vont être en jeu. Elles sont utiles à la fois pour aider les élèves et l'enseignant à garder trace des prestations orales. Dans l'une des classes, les élèves s'enregistrent sur une tablette, conservent ces enregistrements, les réécoutent. Et ces enregistrements sont aussi un indice, constituent un matériau très important pour l'enseignant.
et je pense que dans le cadre de Constellation aussi, ce travail est tout à fait important. Alors pendant longtemps, j'ai pensé qu'on ne pouvait travailler sur l'oral qu'en faisant des transcriptions, ce qui n'est guère ergonomique pour des enseignants à temps plein quand on sait le temps passé sur une minute de transcription. En revanche, la réécoute, et la réécoute, peut-être plusieurs réécoutes successives avec des focalisations sur des points différents, me paraît une manière intéressante de regarder ces prestations orales. Les élèves eux-mêmes, d'ailleurs, peuvent être leurs propres évaluateurs et faire plusieurs prises pour choisir la meilleure, ce qui peut être une manière de les désinhiber et de faire en sorte aussi qu'il y ait moins de pression, pression qui existe, j'ai pu le constater, y compris chez de jeunes élèves à l'école primaire. Le numérique, il est également utile pour écouter et comprendre un document oral. De même, lorsqu'on conduit un projet d'écriture, on peut être amené à regarder des textes d'experts pour regarder les procédés utilisés dans les textes d'experts et voir emprunter des fragments de texte. De la même manière, et Dolce et Schnevely l'avaient bien montré, écouter un document oral expert peut aider à apprendre à structurer une prise de parole. C'est un travail qui a été fait dans la classe A. Les élèves ont écouté plusieurs émissions radiophoniques de conseils. J'ai donné les références dans le document que vous avez. Donc, ils ont écouté à la fois collectivement pour dégager les éléments de structuration d'une émission comme La Tulipe, Mon Petit Loup, par exemple, sur France Inter, mais aussi les ont réécoutés en groupe de façon différenciée sur les tablettes pour mieux se les approprier. Un des problèmes quand même qui se pose, c'est la distance entre le document de l'expert et le document de l'élève. Et on peut se dire aussi que des enregistrements d'élèves pourraient constituer peut-être de meilleures références que des enregistrements d'experts trop experts. En tout cas, c'est un point que m'a renvoyé un stagiaire, puisque mes PES aussi sont en train de mettre en place des activités sur l'oral avec leurs élèves de cycle 3. Je suis à nouveau coincée sur la diapo. Merci. Merci. Donc, également des compétences d'écoute. Et dans les documents que vous avez aussi pour l'atelier, vous avez vu qu'il y a des documents pour aider la prise en compte des arguments des camarades et donc aussi dégager leur orientation argumentative, telle que des élèves de ce niveau-là peuvent les repérer, et également donc apprendre à intégrer les suggestions des auditeurs pour améliorer leur propre prestation orale. On note aussi des compétences méthodologiques qui sont de prendre conscience de l'importance des écrits de travail pour préparer un oral continu. On l'a vu dès le CE1, les élèves peuvent considérer que ces écrits permettent de parler. J'ai noté aussi que dans la première prestation des élèves que cet écrit peut vite aussi les emprisonner, qu'ils s'en servent un peu comme une espèce de bâton de parole qui se transmettent d'un groupe à l'autre. Et donc, la réflexion pourra être aussi conduite sur les caractéristiques d'un écrit de travail efficace pour pouvoir parler dessus. Alors, voici par exemple des écrits de travail tels qu'on a pu les voir dans les séances initiales dans les deux classes. Donc, un écrit extrêmement linéaire ici à propos de l'album de Chris Van Allsburg qui s'appelle Le Ballet Magique. Et donc, vous voyez un travail uniquement narratif et très linéaire. Un jeu ici de couleurs avec des éléments, par exemple, répétitifs, un seul mot qui devrait permettre d'alimenter un élément. Ici, c'est un groupe qui a choisi de déconseiller et qui dit « je n'ai pas trop aimé, c'est très, très répétitif, il n'y a pas beaucoup de texte, il n'y a pas beaucoup d'action, il y a beaucoup d'émotions,
Alors, il y a pas beaucoup d'émotions, il y a beaucoup, etc. Donc, on voit que les retours à la ligne, le jeu de couleurs, hein, je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait un changement d'auditeur, enfin de rédacteur, mais en tout cas, un début de structuration. Et puis aussi, on a un travail comme celui-ci, j'aime, je n'aime pas, avec un classement en colonne. Alors, ceci dit, dans la prise de parole ensuite, certains écrits très linéaires comme celui-ci donnent lieu à une véritable prestation orale, alors que celui-ci amène un simple énoncé des arguments successifs. Et donc, je crois quand même qu'il y a tout un travail à faire avec les élèves sur apprendre à développer un argument à partir d'un écrit de travail. Alors, les choix de mise en œuvre autour de cette activité sont nombreux et vous allez pouvoir les discuter dans l'atelier. Quel livre choisir? Quel dispositif choisir? Est-ce que les élèves vont avoir des prises de parole individuelles ou en groupe? Avec quel rôle? Est-ce qu'on travaille d'abord sur conseillers, puis sur des conseillers, ou est-ce qu'on met en place des débats contradictoires? Quelle place donner à l'écrit? Quels critères de réalisation élaborer comment? Quelle place donner à l'écoute ou au visionnement de documents sociaux de référence et comment les choisir? Quelle place pour l'entraînement? Quel travail sur les formulations? Quelles dimensions de l'oral sont travaillées et pas travaillées? Vous voyez là qu'on a une cartographie qui peut asphyxier si on voulait tirer tous les fils. Mais aussi quelle valorisation finale du travail réalisé et quelle place de ce travail dans une programmation annuelle ou une programmation de cycle. Alors, on avait réfléchi il y a quelques années avec une collègue sur les manières de maintenir tout au long de l'année un travail sur conseiller, déconseiller un livre en variant les situations et les dispositifs. Par exemple, un élève va conseiller ou déconseiller un livre, le débat contradictoire comme on vient de l'indiquer. Un élève présente les 10 livres qu'il aimerait bien emporter dans une île déserte, ce qui amène souvent des regroupements intéressants de livres que l'enfant a aimé lire quand il était jeune ou qu'il aime lire à ses petits frères ou sœurs, versus des livres qui sont en cours de lecture. Mais on peut avoir aussi tous les élèves autour d'un livre qui a été travaillé en classe pour le conseiller ou déconseiller à d'autres élèves. Et je pense que dans ce travail, ce qui est important, c'est à la fois de varier les dispositifs et les situations, mais de garder ce fil rouge de parler sur les livres avec une orientation argumentative et également d'avoir le droit de déconseiller un livre, ce qui parfois est un moyen de le faire lire parce que les autres veulent se faire une opinion sur ce livre, mais qui est aussi un lieu de, enfin, le sujet lecteur se construit avec des goûts, des choix, mais aussi des éléments qu'il rejette et ça fait partie du travail sur les livres. Je voudrais, dans ce dernier temps de ma présentation, avoir avec vous quelques éléments de réflexion sur l'accompagnement de constellations sur l'oral. Elles sont, je crois, nombreuses et diverses. J'ai essayé, alors mon point de vue est situé, j'ai essayé de repérer quelques résistances, telles que aussi les travaux de recherche les pointent dans la mise en place d'un travail sur l'oral. L'oral est souvent jugé chronophage parce qu'on a beaucoup d'élèves dans les classes. Il est aussi jugé comme manifestant très clairement les inégalités entre les élèves et le risque est grand si la préparation d'exposés oraux, par exemple, est renvoyée à un travail à la maison, à creuser encore ces inégalités. La dimension émotionnelle est bien évidemment très présente pour les élèves très tôt, mais aussi pour les enseignants s'ils doivent se laisser filmer ou enregistrer. Et la question de l'évaluation, bon, on la débat depuis assez longtemps et je pense que maintenant on peut y répondre, notamment parce qu'on peut aussi garder des traces avec le numérique. Les fausses facilités seraient de dire que ça va motiver les élèves et que c'est facile et que, ma foi, on peut y aller sans trop préparer parce que sûrement que la formation initiale des enseignants les prépare mieux au travail sur l'écrit qu'au travail sur l'oral.
Dans le travail sur les constellations, on va se poser la question de la programmation de l'enseignement de l'oral et du choix des entrées. Et je voulais à la fois renvoyer au débat qui a été à la fin des années 90-2000, entre les équipes suisses, donc Schneewili, Dolz, autour donc enseigner, par exemple, le débat autour d'éléments relativement extérieurs à l'école. Hein, faut-il avoir un cochon d'Inde ou un chat, avantages et inconvénients? Je caricature peut-être un peu leur position, et le travail que nous défendions, nous, à l'INRP, qui était de dire un enseignement intégré, donc du travail sur l'oral à l'intérieur d'une démarche scientifique pour déconseiller un livre, etc. Alors, je crois que cette opposition entre les risques d'un modèle rhétorique où on pourrait parler de n'importe quoi sans connaître les contenus et un travail intégré est désormais un peu dépassé, en ce sens que les équipes suisses aussi maintenant travaillent sur l'intégration au contenu. Et je voudrais simplement dire que ça n'est pas parce qu'on met en place un débat sur les contenus, là j'ai repris un article d'un collègue en sciences autour du développement durable, qu'on travaille sur l'oral. Dans ce cas-là, l'oral est un moyen d'enseignement, permet la discussion, mais il y a un certain nombre de conditions supplémentaires à mettre en place pour que ce travail-là se mette en place. Il me semble tout de même que l'articulation aux différentes disciplines est très marquée dans toute la réflexion qu'il y a eu autour du grand oral du baccalauréat, en lien avec les épreuves de spécialité. Certains professeurs de mathématiques ont expliqué comment ils demandaient à leurs élèves de développer une démonstration à l'oral et comment pour eux c'était une nouvelle manière d'évaluer l'état des compétences de leurs élèves. Donc, je pense que cette question de l'articulation forte entre un travail sur l'oral et les contenus des différentes disciplines scolaires doit être un point fort de notre travail. Si on veut réfléchir avec des enseignants sur une programmation de l'oral, c'est bien sur ces points-là qu'il faut d'abord réfléchir. Donc, il ne s'agit pas de créer des heures en plus d'oral, mais de mettre l'accent sur un certain nombre de compétences à l'oral pour les analyser et les mettre en activité à travers des dispositifs particuliers, en veillant à ce que l'oral soit travaillé à certains moments en interaction, à d'autres moments en oral monogéré et préparé. On pourra jouer sur le nombre de destinataires, on pourra jouer sur les dimensions travaillées, hein, selon les projets. L'oral sera plus ou moins préparé, et donc l'écrit sera là sous des formes différentes. Et bien évidemment, il faudra réfléchir à l'utilisation du numérique. Alors, je voulais simplement rappeler l'importance du dispositif défini par l'équipe suisse comme une série de situations et de supports à des fins didactiques qui instaurent un espace sémiotique au service de l'objet et de ses significations. Et effectivement, dans un travail sur l'oral, le dispositif va jouer par exemple sur la prise de rôle, hein, toi tu vas conseiller, toi tu vas déconseiller, va jouer sur la disposition spatiale et va trouver toute son efficacité par la dimension de ritualisation, la répétition d'une situation avec parfois modification de l'un des paramètres et ainsi permettre l'évaluation. Alors, je vais, pour terminer, donner un certain nombre d'exemples d'enseignements intégrés. Le premier par rapport aux sciences, le deuxième par rapport à la géographie. Je renvoie ici d'abord à un travail qui avait été, qui date de la recherche INRP avec Sylvie Plane autour donc et qui constitue un des chapitres du livre Atier, qui est de montrer que selon les moments de l'activité scientifique, va pouvoir être organisé ou pas un travail sur l'oral. Par exemple, dans la phase initiale de formulation des conceptions, vont être particulièrement en jeu les niveaux communicationnels et interactionnels, hein, c'est-à-dire l'écoute des arguments des autres élèves pour pouvoir problématiser. En revanche, au moment de l'émission des hypothèses,
Ce sont plutôt les dimensions lexicales et syntaxiques, et donc la recherche de formulation qui va être en jeu. À certains moments, dans les phases de recherche ou de proposition d'expérience, l'oral ne va pas être travaillé, mais il va être plutôt un moyen de communication entre élèves et un moyen d'enseignement, de même que dans la phase de manipulation au cours de l'expérience. En revanche, dans la phase de formulation des réponses aux problèmes, une exigence sur les formulations, à nouveau sur le lexique et la syntaxe, va pouvoir être posée. Et la communication des résultats à un autre destinataire permet aussi un travail langagier important à l'oral et à l'écrit. Et donc, selon les moments de la démarche scientifique, certaines dimensions de l'oral vont être activées, voire travaillées, si on réserve un temps d'explicitation des réussites et des difficultés et de formulation de règles d'action pour la suite. Pour enseigner l'oral, l'enseignant doit être conscient justement des enjeux et des niveaux d'analyse impliqués dans l'activité. Et il me semble que la cartographie de ces niveaux joue un rôle important de ce point de vue. Il doit aussi donc concevoir des dispositifs pour travailler l'oral, définir des critères et des indicateurs de réussite pertinents, intégrer le numérique et être attentif à sa propre pratique de la langue parlée. Nous y reviendrons tout à l'heure aussi. Et pour cela, il est nécessaire qu'il ait une réflexion sur la question des normes que travaillera tout à l'heure Anne Wibert, pour connaître les caractéristiques de l'oral et savoir ce qu'on peut attendre ou pas des élèves. Alors, je vais donner maintenant un autre exemple d'enseignement de l'oral intégré à travers cette fois un rituel en géographie au CM2, donc proposé par une collègue à ses élèves de CM1 et CM2 au début de chaque séance de géographie. Elle choisit une photo ou deux photos prises dans un endroit du monde et en lien avec le travail qu'elle va faire ensuite en géographie. Dans les premières séances, c'est elle qui présente ces documents sur une structure toujours la même. Et peu à peu, les élèves vont s'inscrire pour présenter ce travail. Donc, il s'agit d'un oral préparé dans un temps d'atelier ou en APC, avec l'aide des enseignants, de l'enseignante, donc par renvoyer un travail à la maison. L'élève peut s'inscrire individuellement ou en binôme, et le déroulement est très ritualisé, avec ensuite une évaluation qui se complexifie au fur et à mesure des passages. Alors voici par exemple un élève qui passe au tableau autour de deux images de la cité de Carcassonne. On voit qu'il y a la carte de France, puisque chaque fois il faut situer où a été prise la photo, si c'est une photo, de quel monument il s'agit, etc. Et après la présentation continue de l'élève, les autres élèves peuvent poser un certain nombre de questions. Donc, vous verrez dans le diaporama qui sera à votre disposition que ce travail permet à l'élève à la fois de communiquer un certain nombre d'informations correspondant à des éléments qu'il a préparés, mais aussi d'interagir avec les élèves et d'apporter un certain nombre de précisions. Les critères sont construits progressivement avec les élèves, aussi bien au niveau locutoire, qui sont peut-être les critères saillants qui apparaissent au début, volume, articulation, débit, mais aussi au niveau discursif. Ici, on travaille plutôt sur la description et l'information, parfois l'explication, et sur le vocabulaire disciplinaire qui est mis en jeu. Ce qui me paraît important ici, c'est que ce temps-là, qui est un temps relativement bref, dans la mesure où il est ritualisé hebdomadairement, va permettre progressivement aux élèves de s'approprier un certain nombre des critères qui sont en jeu dans cette activité. Alors, je vais terminer par quelques éléments de réflexion sur des points de vigilance, me semble-t-il, pour un accompagnement dans des constellations. Le premier questionnement me semble être d'avoir bien en tête la cartographie des lieux de travail sur l'oral, comme je l'ai présenté dans la première partie, pour cibler
quelles dimensions, au pluriel sans doute, de l'oral vont être travaillées et les inscrire dans un projet plus global. La question va se poser de savoir si on met en situation les enseignants. Je rapporte l'anecdote d'un collègue qui, voulant faire percevoir aux enseignants les caractéristiques de la syntaxe de l'oral, avait enregistré un débat contradictoire et puis est revenu le lendemain avec la transcription et les collègues étaient effrayés en disant mais oui, on parle comme ça. Voilà, donc est-ce qu'on met les collègues en situation de s'enregistrer, de transcrire des extraits d'oraux? Bien évidemment, l'analyse de production d'élèves située, donc de production audio ou vidéo, me paraît quelque chose d'important, notamment pour formuler des indicateurs pour l'observation et l'analyse des productions d'élèves. Sûrement que des informations sont nécessaires sur des points de repère sur ce qui peut être attendu à un niveau donné. Hein, je disais, on ne va pas attendre d'élèves de cycle 3 qu'ils argumentent comme des élèves de 3e. Par contre, on va susciter sans doute des argumentations du type « j'aime tel épisode pour telle et telle raison ». Et bien évidemment aussi, je pense qu'une analyse de l'étayage de l'enseignant à travers des enregistrements et des transcriptions est un moment décisif dans ce travail sur l'oral. Je pense aussi qu'il est important d'aider les enseignants à explorer une carte des possibles et de points de vigilance dans la mise en œuvre des dispositifs, comme vous serez amenés à le faire tout à l'heure. Donc, la question de la langue me paraît une question qui va sûrement être passionnée, mais qu'il faut travailler et sur laquelle vous allez avoir des éclairages tout à l'heure. Et pour terminer, donc, sur les axes d'un enseignement continué de l'oral, en réponse donc aux orientations proposées par Elisabeth Nonon, je pense que nous disposons aujourd'hui d'un certain nombre d'éléments qui permettent de répondre à un certain nombre des résistances dans le travail, dans la mise en place d'un travail systématique sur l'oral en tant qu'objet d'enseignement. Il me semble qu'à l'argument du temps, un chronophage et effectif trop chargé, deux réponses peuvent être apportées. Celle des enregistrements, d'une part, hein, qui permettent à tous les élèves d'être en activité. Alors, l'enseignement des langues étrangères, je pense, nous a aidé aussi beaucoup à progresser dans ce domaine. Mais également les activités ritualisées qui ne vont pas prendre beaucoup de temps, mais qui vont permettre de dégager un temps par capitalisation. J'ai souligné l'importance du numérique comme adjuvant, alors aussi bien en réception qu'en production. L'intérêt de réfléchir à des dispositifs et des rôles qui permettent notamment de ne pas évaluer la personne de l'élève, mais d'évaluer la prestation dans un rôle donné, ce qui est un facteur décisif pour que les élèves aient confiance en eux. L'intérêt, je voudrais souligner aussi l'intérêt de la répétition et de la ritualisation. Et je voudrais terminer en disant de ne pas oublier la réception et l'écoute et de considérer que relève aussi du travail sur l'oral tous les travaux qui portent sur l'écoute de récits ou l'écoute de consignes. Et je termine donc par des éléments bibliographiques que vous aurez à disposition sur le diaporama. Merci beaucoup, Claudine Garcia-Deban, pour cet exposé vraiment, vraiment passionnant, vraiment riche. Et je crois que tous les formateurs l'auront écouté avec intérêt et reviendront avec beaucoup d'intérêt sur le diaporama et sur l'enregistrement qui seront très rapidement, comme pour les autres sessions, mis à votre disposition par Laetitia Martin et Philippe Young. Je vous demande encore quelques secondes d'attention avant que vous vous lanciez dans les ateliers. Vous avez remarqué, je m'adresse spécifiquement aux animateurs d'ateliers, mais ça concerne évidemment tout le monde, que nous vous demandons de renommer les fichiers des ateliers avec le nom de l'académie et le nom de l'animateur. Alors, il ne s'agit absolument pas, évidemment, de contrôler ce que font les uns et les autres, mais c'est absolument indispensable pour que Françoise Vigneault, qui réceptionne les fichiers et les lance à l'impression, s'y retrouve dans la centaine, 2 centaines de fichiers qui arrivent en l'espace de quelques minutes. Donc, si nous avons Toulouse,
et tel prénom ou tel nom, et puis Toulouse avec un autre prénom ou un autre nom, eh bien, elle sait que ce ne sont pas les deux mêmes fichiers, et pour elle, ça lui simplifie énormément la tâche. Une deuxième demande que nous vous faisons spécifiquement pour cette session, vous avez remarqué que dans le cartouche, c'est-à-dire la partie qui est en haut du fichier, nous vous demandons le nombre de présents à l'atelier et le mode de travail, c'est-à-dire soit à distance, soit en présentiel. Il s'agit là non plus pas du tout de contrôler qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais pour que nous puissions assurer au niveau national un pilotage cohérent, il faut que nous ayons quand même des indicateurs sur le nombre de participants à nos sessions de formation et sur les modalités de travail des ateliers. Donc voilà, c'est un sondage à un moment donné pour cette session du 14 décembre. Ayez la gentillesse de nous préciser très exactement le nombre de participants et votre modalité de travail. Voilà, c'est à vous. Nous vous redonnons rendez-vous à 16 heures précises pour l'intervention d'Anne Vibert sur la langue de l'oral. Bon travail et à tout à l'heure.